À proximité du bois de Vincennes, à 15 minutes du centre de Paris, s'épanouit une ville préservée et attachante. Cette ville, c'est Fontenay-sous-Bois, une ville à vivre. Terre de solidarité, où l'histoire commune se glisse entre les feuilles des chênes. Où chaque ruelle illustre le dynamisme d'un territoire éveillé. Solidarité, écologie, démocratie, tels sont les maîtres mots de l'action municipale. Avec un objectif, défendre le service public local, au plus près des besoins des Fontenaisiennes et Fontenaisiens, pour que chacune et chacun s'émancipe à Fontenay. Profondément enraciné dans la ville, la solidarité est le fil conducteur de notre histoire commune. La solidarité, c'est ce qui permet de construire un avenir inclusif et harmonieux pour tous. Chacun a sa place dans notre ville, quels que soient ses moyens, son origine ou ses croyances. Fontenay prend toute sa place aux côtés des plus vulnérables tout au long de leur vie. Dès la petite enfance, avec l'augmentation des nombres de places en crèche, dans la jeunesse, avec des dispositifs d'accompagnement renforcés pour qu'elle prenne toute sa place dans notre ville, au sein des foyers, avec des familles munies de passes solidaires et handicap pour un accès facilité à la culture et au sport, sans oublier la distribution de fournitures scolaires sans condition dès la maternelle, mais aussi et surtout aux côtés de nos aînés, avec le maintien et le développement des services d'autonomie pour bien vieillir à Fontenay. La ville est le premier maillon de cette chaîne de solidarité. Prendre soin de tous et préserver le vivant. Face à la désertification médicale, la ville choisit de développer un service public de médecine accessible à toutes et tous, avec un nouveau centre municipal de santé accompagné d'une offre médicale renforcée. Face à l'urgence climatique, pour préserver l'avenir des générations futures, la ville agit pour sa transition écologique. Avec 45 mètres carrés d'espace vert par habitant, 171 hectares de végétation et 13 parcs et jardins, la ville honore la promesse de vivre la nature en ville. Pour des espaces verts accessibles, Fontenay travaille à la réalisation de la coulée verte, à un nouvel espace vert au Laris, à l'agrandissement du parc des Olympiades et des Carrières, qui verra sa superficie doubler pour atteindre 5 hectares à partir de 2025. Véritable pionnière de la restauration municipale collective, la Fontenaisienne poursuit son engagement avec le service de repas bio, locaux et accessibles. Fontenay agit pour améliorer le cadre de vie des habitants. Sur le partage de l'espace public, avec des rues apaisées et des aménagements nouveaux, comme le parvis Jules Ferry, qui réduisent la place du bitume pour faire plus de place à la nature et à la pleine terre. Sur la politique de l'habitat, avec la réhabilitation du quartier de la Redoute et la construction de nouveaux logements pour répondre à la crise actuelle. Sur le nécessaire développement des transports publics, avec la mobilisation pour l'arrivée de la ligne 1 du métro, de la ligne 15 et du tramway, mais également avec des modes de circulation doubles. La culture à Fontenay se veut vibrante et variée, riche et créative. Avec sa médiathèque et son cinéma, le Cosmos, Fontenay est un véritable havre pour les amoureux des arts. Un moteur essentiel pour la créativité de ses habitants. Longtemps attendu, le théâtre Jean-François Voguet vient compléter une offre culturelle foisonnante et donne à toutes et à tous un nouvel instrument pour élargir l'horizon des arts vivants, avant l'arrivée de la nouvelle médiathèque au cœur du quartier de la Redoute pour permettre à toutes et à tous d'accéder au savoir, à la découverte, à la culture, gratuitement. Chaque pas couru, chaque but marqué, chaque record battu, trace la voie vers l'émancipation de chacune et chacun. Fontenay agit pour que le sport continue à nous rassembler, en rénovant les équipements sportifs aux 4 coins de la ville, comme le gymnase Léo Lagrange ou la patinoire, mais aussi en allouant un important budget de subvention au tissu associatif qui fait la richesse de notre commune. La ville est engagée à créer les conditions de l'émancipation de chacune et chacun en renforçant la démocratie, avec la mise en place du budget participatif, la refonte des conseils de quartier ou encore les consultations pour la dénomination des nouvelles rues et équipements publics. À Fontenay, chaque voix compte. L'équipe municipale fontenaisienne, entourée des agents et agentes du service public, continue à travailler pour vous et avec vous. À mi-mandat, 62% des engagements pris sont déjà réalisés ou en cours de réalisation pour 2026. Ensemble, continuons pour que Fontenay reste une ville à vivre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Hôtel de Ville pour cette soirée de restitution
du bilan de mi-mandat, donc 3 ans d'action municipale, il reste encore 3 ans, on est à mi-chemin. Une action qui a été portée par les élus ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis septembre, avec beaucoup de rencontres de voisins, voisines, on en parlera justement. On aura évidemment le bilan porté par le maire, mais aussi les adjoints et les présidents de groupe. Évidemment, vous aurez la parole tout à l'heure, alors n'hésitez pas à fourbir aussi vos questions. Ceux qui sont en ce moment et qui nous regardent, ceux qui sont en ligne en ce moment et qui nous regardent, n'hésitez pas non plus voilà, à poster vos remarques, vos questions, je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole. Nous aurons la présentation d'un sondage qui a été réalisé sur l'action municipale de ces dernières années. Et puis, je ne sais pas, vous allez bien? Vous êtes en forme? Et à la fin, on va boire un coup. Pour ceux qui sont là, évidemment, on va boire un coup. Bienvenue à toutes et à tous, en tout cas. Monsieur le maire, ça va bien? Bonjour madame, vous êtes madame la maire? Du tout, du tout. Eh bien écoutez, on est ravis d'être avec vous ce soir. Eh bien écoutez, ravis et bienvenue à tous. Monsieur le maire, comment ça va? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal? Même si on est dans un contexte évidemment difficile, autant sur le plan national qu'international. Et pour les collectivités, c'est dur. Et surtout pour les gens, les citoyens, la rentrée a été difficile et il faut... Comme on dit, on est au charbon, mobilisé pour les gens. Et c'est aussi ça le sens de l'initiative du bilan de mi-mandat. C'est revenir vers la population après presque 3 ans d'engagement. Et puis, c'est faire le bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Et puis, se tourner vers l'avenir parce qu'il y a besoin d'être offensif, notamment au regard de ce qu'on a vu sur ce qui fait une partie de l'ADN de Fontenay. C'est la question de la solidarité et de l'accueil. Je crois que l'actualité nous montre qu'il faut qu'on poursuive le combat au service des autres pour qu'on soit tous et qu'on continue d'être tous des frères et sœurs d'humanité comme ici dans cette ville on l'a toujours été. Mais pourquoi il était important pour vous aussi d'être dans cette dynamique de présentation de ce bilan, d'aller au-devant des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens avec justement ces rencontres voisins-voisines, on l'a vu aussi dans la vidéo, d'aller au-devant, d'aller vers les habitants? Je crois que la question démocratique, elle est extrêmement importante. Aller le plus près possible des citoyens, trouver des formes nouvelles pour faire en sorte d'intéresser à la vie locale. Je crois qu'il y a de l'intérêt, mais beaucoup de gens souffrent, ont des agendas remplis, ont des difficultés. Et donc il est de notre devoir, avec l'ensemble de l'équipe municipale, on a décidé de multiplier les formes diverses et variées pour aller vers, pour se confronter, parce que c'est ça la démocratie, de manière la plus simple possible, même si on développe des outils démocratiques importants par l'institution. Notre rôle, c'est ça aussi le rôle de j'ai envie de dire, des élus et de la politique. C'est d'être à portée de baffe, comme disait Jacques Chirac. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit hier ou aujourd'hui à portée de baffe et à portée de bise. Ah, joli, à portée de bise. Vous avez reçu beaucoup de bises? Alors, on en fait beaucoup, on sert beaucoup de paluches, mais c'est ça aussi ouais. C'est ça aussi le rôle d'un élu, c'est de dire bonjour, de se faire engueuler, parfois de dire des choses, parfois de se fâcher, d'avoir des coups de gueule, de se mettre en colère. Mais pour les gens, on a vu tout à l'heure la question des transports, on tape souvent des coups de gueule pour aller défendre les intérêts des habitants. C'est toujours dans l'intérêt général et dans l'intérêt collectif, au service des habitants de la collectivité. Et on y reviendra sur cette question des transports, j'en suis convaincue. Quoi qu'il en soit, c'était aussi important dans le moment qu'on a traversé. La dernière élection, c'était, souvenez-vous, pendant la crise du Covid. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On voit à quel point il y a des publics qui ont été largement fragilisés. Donc, aller au-devant, notamment de ces populations, aller sentir les besoins au plus près des gens, c'était important. Alors on a vécu une crise sanitaire, mais depuis, je crois qu'on vit des crises successives extrêmement fortes. J'en veux pour preuve la crise de l'énergie, la crise de l'inflation, la crise du logement et de l'immobilier en ce moment. Bref, il y a nécessité d'expliquer, d'être aux côtés de la population. Et puis évidemment, la crise sanitaire a changé, a fait évoluer le rapport aux gens. Et il est nécessaire pour nous de poursuivre cette démarche du aller vers. En tout cas, c'est le sens de cette démarche qui se veut simple et modeste, mais en tout cas au contact de la population, comme on essaye de le faire au quotidien depuis déjà un certain nombre d'années. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors justement, dans le cadre de ce bilan de mi-mandat, vous avez fait réaliser un sondage. Monsieur Muller, est-ce que vous êtes là?
Il est là, Philippe Muller, de l'Institut Enquête et Opinion. Alors, hop, je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais avoir le plaisir de vous restituer les principaux enseignements de l'enquête qui a été réalisée auprès de la population donc par téléphone auprès d'un échantillon de 400 personnes représentatives de la population de la ville, donc réalisée début octobre. Donc, c'est quelque chose d'assez frais. Et donc, je vais vous restituer les principaux enseignements. Donc, une première question avait été posée aux habitants de Fontenay pour leur demander comment ils évaluaient la situation à Fontenay dans un certain nombre de domaines. On a ici les résultats de cette première batterie de questions et on constate que l'un des points qui est les mieux évalués, c'est la question de l'environnement, des espaces verts, du fleurissement et des parcs, qui recueille plus de 80% d'évaluations positives. La question des commerces également est assez bien positionnée, de même que le logement, les rénovations ainsi que la circulation. On le voit en milieu de graphique, la question de l'emploi semble évaluée de manière un petit peu plus mitigée, mais c'est notamment en raison de la présence assez importante de sans-avis. Ça, c'est des choses qu'on constate assez fréquemment, notamment dans toutes les communes pour lesquelles on réalise ce type d'investigation en Île-de-France. Parce qu'en Île-de-France, à la différence de la province, les habitants sont assez interconnectés et leur zone d'emploi n'est pas forcément liée à la ville dans laquelle ils résident. Ce n'est pas forcément la même chose en province, mais en tout cas là, ça... On ne dit plus la province, monsieur Muller. Comment ? On ne dit plus la province. On dit les territoires. Effectivement, les territoires peut-être un peu plus ruraux par opposition à l'Île-de-France. Et puis donc on a trois domaines sur lesquels les résultats semblent un petit peu plus mitigés. C'est la question de la sécurité des biens et des personnes, mais qui se situe à Fontenay-sous-Bois dans la moyenne de ce qu'on constate sur l'intégralité des territoires. Donc Île-de-France comme les territoires plus ruraux. La question de la propreté de la ville également génère des résultats un petit peu plus mitigés. De même que la question du stationnement, mais la question du stationnement qui a progressé de manière assez nette depuis une autre mesure que nous avions réalisée à mi-mandat pour la ville de Fontenay-sous-Bois en 2017, où il y avait des progressions, on constate des progressions qui sont notables. Et ça situe la ville de Fontenay-sous-Bois dans la moyenne de ce qu'on constate habituellement en Île-de-France. Donc même si on est à plus de 40% d'évaluation négative, ce n'est pas une spécificité ou ce n'est pas un point noir pour les habitants de la ville. Une deuxième batterie de questions portait sur l'offre de la ville, donc un certain nombre de services mis en place par la ville. Et on constate là aussi des taux de sans-avis qui sont parfois importants et qui correspondent notamment à des prestations qui ne s'adressent pas forcément à l'intégralité de la population en raison d'éléments tels que la tranche d'âge notamment. On constate que les centres de loisirs pour les enfants, l'action en faveur du troisième âge, c'est des choses sur lesquelles on constate des taux de sans-avis qui sont assez importants. Mais le principal enseignement de cette nouvelle diapositive, c'est les évaluations très positives qu'on constate en opposition, alors en ne tenant pas compte des éventuels taux de sans-avis qui sont présentés ici en gris, on a une grande majorité quand même parmi les avis exprimés de réponses figurant en bleu, donc qui correspondent à des évaluations et des évaluations positives d'habitants satisfaits. Monsieur Muller, je me permets, juste pour ceux qui n'auraient pas bien vu les couleurs, en bleu foncé, vous avez les tout à fait, en bleu clair, les plutôt pas, en jaune, pas du tout, en orange, et les sans-avis dont vous parlez sont bien en gris. C'est tout à fait ça. Voilà, parce qu'on me dit qu'il est parfois un peu difficile de voir les couleurs. Donc effectivement, les évaluations les plus positives figurent en bleu et en bleu foncé pour les tout à fait satisfaits. Donc on constate que c'est notamment sur la question des activités sportives, centres de loisirs pour les enfants et les activités culturelles que les résultats sont les plus positifs, ainsi que la solidarité. C'est notamment sur les centres de loisirs pour les enfants et la solidarité que Fontenay-sous-Bois se dénote par rapport à d'autres communes. Et parmi les points les moins bien évalués, on a la question des crèches et des garderies, mais c'est un point sur lequel Fontenay-sous-Bois ne se dénote pas négativement. C'est quelque chose qui génère des critiques dans l'intégralité des communes pour lesquelles nous avons réalisé des enquêtes auprès de la population. Donc là, il n'y a pas vraiment de critères sur lesquels Fontenay-sous-Bois se détache de manière négative. Nous avions également une question qui portait sur
le sentiment de vivre dans une ville apaisée. Donc on constate en haut de diapositive les résultats pour la mesure 2023. En 2017, on avait une question un petit peu similaire. Ce n'était pas une ville apaisée, c'était une ville préservée, mais on constate qu'on a 80% de la population qui se déclare satisfaite sur ce point-là, donc qui a le sentiment qu'à Fontenay-sous-Bois, la situation est apaisée et qu'elle était préservée en 2017. On était à 76%. Donc, en tenant compte des intervalles de confiance inhérents à toute enquête par sondage, on est sur quelque chose qui est assez stable. On avait une batterie de questions également portant sur un certain nombre de services municipaux. Donc, diriez-vous à propos des services municipaux que vous êtes satisfait sur donc, différents aspects de services à la population. Donc, le journal municipal à Fontenay génère énormément d'avis positifs. On est à 82% d'évaluation positive, donc ce qui est supérieur à ce que les magazines municipaux génèrent habituellement. La question des locaux, des conditions d'accès également génère des évaluations positives. La diffusion des informations sur le site internet ou le portail citoyen est en bonne position également. Et par contre, ce qui est le moins bien évalué, c'est la question de l'apport de solutions aux problèmes posés et puis la question de l'accueil téléphonique. Sur cette question de l'accueil téléphonique, on se situe à un niveau stable, mais on est un tout petit peu en dessous de ce que nous avons l'habitude de constater habituellement, alors que pour le journal municipal à Fontenay, comme je vous le disais, là, les évaluations sont plus positives que ce qu'on constate ailleurs. Sur la question de l'information, toujours, alors le journal municipal peut certainement en être à l'origine. Estimez-vous que la municipalité de Fontenay-sous-Bois fait suffisamment pour informer les habitants de son action et de ses projets? On constate une progression qui est assez notable. On passe de 64% à 71% depuis la dernière enquête qui avait été réalisée. Donc de 2017 à 2023, on gagne 7% sur l'information sur les projets. Et on constate par contre une stabilité sur l'information de la municipalité sur ce qui se passe en ville. Donc pour conclure, une dernière diapositive concernant le respect des engagements électoraux. Donc d'une manière générale, estimez-vous que la municipalité a respecté les engagements qu'elle avait pris lors de son élection en 2020? Et on constate une progression importante qui est due essentiellement à une baisse du taux de sans-avis, qui passe de 38% à 22%. Ça illustre un petit peu ce qu'on voyait sur la diapositive précédente, où on constatait qu'il y avait une augmentation de la proportion de Fontenaisiens qui estimaient que la municipalité faisait suffisamment pour informer de son action et de ses projets. Ben on le constate ici. Il y a une baisse du taux de sans-avis, donc les Fontenaisiens sont plus nombreux à pouvoir évaluer la municipalité sur ce point-là. Et en plus de ça, généralement, quand des évaluations sont formulées, c'est pour constater que les engagements pris sont respectés. On passe de 55% de la population qui en était convaincue en 2017 à 71% aujourd'hui. Et une dernière question qui avait été proposée aux habitants lors de notre enquête. Donc d'une manière générale, avez-vous le sentiment que la municipalité utilise l'argent des impôts locaux très bien, assez mal ou très mal? Et on constate là une apparente stabilité. Donc on était à 64% d'évaluation positive en 2017, on passe à 66%, mais avec une progression qui est tout à fait intéressante au niveau des très bien. Donc on passe de 12 à 19%, donc il y a une progression à ce niveau-là. Donc à la fois les habitants s'estiment mieux informés des actions et des projets municipaux. Ils estiment que la municipalité a respecté, ils sont nettement plus nombreux qu'en 2017 à estimer que la municipalité respecte les engagements qu'elle avait pris, et plus de 2/3 d'entre eux estiment que l'argent public est bien utilisé. Merci. Monsieur Muller, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. On y reviendra, hein, évidemment. N'hésitez pas tout à l'heure si vous voulez réagir aussi sur ces chiffres. Mais je vous propose de rentrer dans le moteur, puisqu'on a entendu beaucoup de choses à l'instant sur ce sondage. On le disait, hein, ce bilan de mi-mandat, c'est aussi l'occasion à la fois de faire le bilan de ce qui a été fait, mais de se projeter sur les prochaines années. Mais c'est aussi l'occasion, en fait, de dire qu'à Fontenay, il y a une équipe municipale qui a été en capacité de sauvegarder la NUPES, si je puis dire. Pardon pour ce trait d'humour, mais on va entendre justement les présidentes et présidents des différents groupes. Fabienne Lelu, si vous le permettez, on va commencer par vous.
Adjointe au maire, déléguée à la transition écologique, au projet alimentaire de territoire et à l'économie sociale et solidaire. Vous êtes présidente du groupe des élus écologistes Europe Écologie Les Verts. Peut-être une réaction à ce que vous avez entendu. Il y a quand même globalement, selon vous, une satisfaction. Comment vous percevez ces chiffres ? Alors, bien sûr, oui, on peut dire qu'il y a une satisfaction. Il y a toujours des choses à améliorer, hein, bien sûr. Nous ne sommes pas parfaits, mais en tous les cas, il y a des signes positifs. Je crois qu'on peut être fier quand même de notre travail et on continue d'ailleurs. Et bien justement, vous, votre travail sur votre délégation, donc transition écolo, projet alimentaire de territoire et l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que vous avez porté en termes de bilan sur ces 3 dernières années ? Alors, bon, on l'a vu déjà dans la vidéo, mais il y a un combat, on va dire, qui est transversal et qui englobe tous les autres, c'est la transition écologique. Et vous n'êtes pas, tout le monde est maintenant au courant. Nous, en fait, on n'a pas attendu les rapports, les différents rapports des scientifiques du GIEC pour agir. Donc, ça fait déjà des décennies que nous agissons sur ce sujet-là. Mais bon, nous ne sommes pas en dehors de la France, on n'est pas en dehors du monde, on va dire. Donc, c'est difficile de supporter les conséquences du dérèglement climatique à Fontenay comme ailleurs. Et on a vécu une canicule au mois de septembre dernier. Exactement. Inédit. Les chiffres de l'année 2023 sont encore des chiffres de record. Donc voilà, donc évidemment on accélère. Mais comment concrètement, du coup, on améliore la vie des Fontenaisiennes et Fontenaisiens sur cette dimension-là ? Alors sur cette dimension-là, par exemple, alors je vais donner quelques exemples, parce que c'est important le concret. Donc l'action, par exemple, on a ouvert un espace vert public, puisqu'on est attaché à ce que ce soit public, bien sûr, de 6000 m², le parc des Franciscains, en 2020, alors que nous étions quand même en pleine crise du Covid. Et puis, si ce parc, nous ne l'avions pas acquis, eh bien, je pense que ça aurait terminé en projet immobilier. Donc ça a permis de conserver ce parc arboré, ouvert à toutes et à tous. Et puis je tenais quand même à le dire, c'est quand même important. On a plusieurs parcs qui sont labellisés refuges par la Ligue de protection des oiseaux, et celui-ci en fait partie. Donc c'est une victoire aussi. Pour la biodiversité. Exactement. Voilà, je peux aussi parler, parce que dans un autre quartier, c'est le quartier des Alouettes, où on a un parc qui ouvrira dans quelques mois de presque 5000 m², où pareil, il y aura également un potager, mais aussi un espace fermé où on laissera en friche. Voilà, c'est ce genre d'exemple. On a vu aussi l'exemple du parvis Jules Ferry, là, dans le film, et où ça n'a échappé à personne, hein, on est en milieu urbain, mais on s'engage à désimperméabiliser et donc rendre, et notamment là pour cette école, on a rendu la rue aux enfants. Vous avez rendu la rue aux enfants. Exactement, puisque devant cette école, on a fermé, et donc ça permet aux enfants de profiter de cet espace. Ce qui veut dire qu'en fait, l'objectif était de créer des îlots de fraîcheur, de retrouver de la pleine terre. Oui, des îlots de fraîcheur, puisque c'est tellement important pour essayer, autant qu'on puisse le faire, de supporter la canicule. Donc ces îlots de fraîcheur, c'est aussi des endroits où, par exemple, l'eau de pluie va s'infiltrer dans les sols. Donc c'est important, c'est pour les enfants jouer, respirer. Voilà. Donc, et il y a aussi un projet de géothermie. Voilà, ça je voulais vous en parler aussi. C'est-à-dire que quand on parle de transition écologique, on parle souvent de transition énergétique. Et puis monsieur le maire a parlé de la crise énergétique. Donc évidemment, ça fait aussi le lien. Donc nous avons voté à la régie du chauffage urbain, donc le passage à la géothermie. Alors la géothermie, je rappelle, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait, mais c'est l'exploitation de la chaleur des sous-sols là, de notre terre. Donc là, c'est le gros projet des années à venir, de continuer à explorer tout ça. On devrait, et c'est un objectif ambitieux, être à 90% d'énergie renouvelable dès 2028. 90%, oui, sur la ville. Voilà. Ah oui, tout à fait. Voilà. Bon, et du coup, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on a oublié quelque chose là comme ça? Non. Oui. On oublie toujours des choses. J'aurais beaucoup de choses à dire, hein, comme par exemple
le fait d'augmenter la part du bio dans la restauration collective. Ah, mais ça, c'est important. Voilà. Ouais. Donc, ça, on a un objectif ambitieux avec, ça a été très bien montré, notre restauration collective qui est en régie publique, c'est important de le dire, qu'il l'a toujours été. Donc, on augmente la part du bio, mais aussi évidemment du bio, mais aussi de proximité et de qualité et accessible. Ouais, Voilà, parce qu'on tient à ça, on se tient aussi que quelles que soient les familles, ils puissent bien manger, ouais. exactement de qualité. Ce qui est effectivement dans votre délégation, le projet alimentaire de territoire, faire en sorte d'être dans l'éducation au goût, de permettre à tous en fait une alimentation de qualité, de proximité, accessible, donc pas chère. Voilà, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup Fabienne Lenu, merci de nous avoir donné justement ces éléments de bilan. Vianney Orgebin, on continue avec vous. Vous êtes adjoint au maire délégué à l'éducation et président du groupe France Insoumise. Bienvenue. Alors, vous de votre côté, vous travaillez notamment avec le réseau UNICEF. UNICEF vit l'ami des enfants depuis de nombreuses années. On sait à quel point l'éducation elle est au centre. On entendait dans la vidéo la nécessité d'émanciper, etc. C'est absolument central. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots en termes de bilan pour vous quand on grandit à Fontenay? Bonsoir à toutes et à tous. L'éducation à Fontenay, c'est évidemment une priorité pour nous. Et si je devais résumer d'une phrase, je dirais que Fontenay, c'est une ville où on apprend à se passer de maître. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est évidemment le maître d'école, au sens propre. Ouais. J'étais en train de me dire comment on peut se passer de maître? Je plaisante. C'est le maître d'école, évidemment, parce que nous, on aide au maximum en fait, les équipes enseignantes à accomplir leur mission. Bon, bien sûr, il y a nos compétences obligatoires, c'est l'entretien des bâtiments, c'est la propreté, c'est la rénovation, la construction, ça va de soi. Mais on a également ce qui ne relève pas de nos compétences obligatoires, et je pense à toutes les activités sportives qui sont à destination des scolaires. Je pense à ce qu'on fait sur le savoir nager, on en fait beaucoup plus ce que les programmes demandent. Je pense au savoir patiner ou à la boxe éducative qu'on ne retrouve, je pense pas, dans beaucoup de villes. Je pense à ce qu'on propose sur les activités culturelles à destination des scolaires, que ce soit des spectacles dans des lieux dédiés, un théâtre qui a ouvert récemment, ou dans des spectacles qui ont lieu dans les écoles, les interventions de la médiathèque, les ateliers des ludothécaires. Et puis, on a aussi beaucoup agi pour l'ouverture de classes spécialisées sur ce mandat. J'entends par là qu'on a ouvert il y a 15 jours, par exemple, une classe unité élémentaire autisme à l'école Romain Roland, qui accueille une dizaine d'élèves atteints de troubles autistiques sévères. Je pense évidemment aux classes en aménagé théâtre ou musique qu'on continue de soutenir, évidemment. Et puis la classe internationale au collège Jean Massé, qui a ouvert il y a maintenant 2 ans. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que clairement, il y a un effort pour accompagner en fait, les enfants à la fois dans le cadre scolaire, mais aussi dans le périscolaire, dans le cadre de l'émancipation par le sport, par la culture. Donc, il y a des gros efforts de fait. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Non, mais il reste beaucoup de choses à faire parce que, bon, évidemment, ça ne se limite pas à l'école. Hein. Comme vous l'avez dit, il y a aussi le périscolaire. Apprendre à se passer de maître, c'est aussi sortir de toutes les dominations, s'émanciper. Et donc, on ne s'émancipe pas que sur le temps scolaire, on s'émancipe aussi dans les centres de loisirs, on s'émancipe aussi à travers les activités du service jeunesse, où on apprend à faire ses premiers choix de vie. On a 4 antennes jeunesse qui sont extrêmement dynamiques sur ce sujet-là. Les crèches aussi, on a dit, on essaye d'ouvrir de plus en plus de places en crèche, l'objectif de 100 places en crèche d'ici la fin du mandat. Ce qui est un moyen d'émanciper à la fois les minots, mais aussi les parents, parce que du coup, c'est un vrai levier pour continuer dans l'emploi, etc. Ça, c'est dans les deux sens. Bah, bien sûr, et puis tous ces espaces-là, ce sont en fait des lieux de vie extrêmement importants, peut-être les lieux de vie les plus bouillonnants de la ville, quoi. Les jeunes, évidemment. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement sur cette catégorie? Alors,
Sur la jeunesse, par exemple, déjà on a ouvert un nouveau service municipal de la jeunesse. On a, je dis, 4 antennes qui sont extrêmement dynamiques. Vous avez un certain nombre de séjours qui sont proposés aux jeunes, extrêmement variés. Voilà un exemple de... Et puis alors, je salue particulièrement les efforts qui sont faits sur les activités en lien avec le devoir de mémoire qui sont proposés par les animateurs de cette ville. Donc voilà, un des exemples des très nombreux projets qui sont proposés. Et je reprends ce que disait Fabienne Lenu tout à l'heure sur aussi l'apprentissage de l'alimentation, l'éducation au goût au travers les cantines. Bon, alors disons-le, hein, Vianney, mais un enfant à Fontenay dans 20 ans, ça ressemble à quoi? Faisons un peu de politique fiction. Non, mais ce que je dirais, c'est que je pense que les enfants dans 20 ans à Fontenay, comme j'espère partout ailleurs, ils grandiront en enfants de la République, avec au cœur la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, qui j'espère seront dans des lieux qui seront encore plus inclusifs qu'aujourd'hui. J'entends à ce qu'on fait sur le handicap et ce qu'on continuera toujours à porter, dans des lieux peut-être plus protecteurs. J'entends par là ce qu'on fait sur ce qu'on entend porter par exemple sur les cours oasis ou la végétalisation des écoles, et au-delà d'ailleurs des écoles, hein, l'espace public en général. Et puis peut-être des lieux plus solidaires et plus démocratiques encore. Donc voilà, j'espère qu'ils grandiront avec l'égalité au cœur. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel. Moi, j'ai une phrase de Condorcet là, qui me vient à l'esprit, qui est de dire on veut former des citoyens qui ne s'en laissent pas compter et qui demandent qu'on leur rende des comptes. Je pense que voilà, ça c'est essentiel, c'est un peu ce qu'on fait ce soir aussi. Ouais, vous rendez des voilà, comptes. Exactement. Merci beaucoup Vianney, on a entendu beaucoup de choses là-dedans. Et cette question de l'émancipation est évidemment centrale, mais comme vous le disiez, l'émancipation, la dimension éducative, c'est pas que dans le cadre scolaire, c'est pas que dans le cadre périscolaire. Vous avez mentionné la culture, mais vous avez aussi mentionné le sport. Nora Singal, le sport, c'est vous. Conseillère municipale déléguée au sport et présidente du groupe Fontenay en commun. Fontenay, c'est une ville de sport. Moi, je n'habite pas à Fontenay, mais alors... Fontenay et le sport, les clubs de foot, voilà, j'en ai entendu parler bien au-delà en fait de la Marne, c'est dire à quel point Fontenay rayonne là-dessus. 3 stades, 6 gymnases, 4 salles spécialisées, 5 dojos, un complexe sportif avec piscine et patinoire. Bon, qu'est-ce qui reste? Je pense que dans ce genre d'exercice, il faut essayer d'éviter le piège de l'autosatisfaction. J'espère que ce n'est pas l'image qu'on donne. Fabienne Lelu l'a dit, je crois qu'il y a des motifs de fierté, mais il y a aussi des motifs, et ils sont plus nombreux, de continuer à travailler. Donc c'est vrai que Fontenay, c'est une ville très sportive, c'est une ville bien équipée, mais il y a quelques responsables du mouvement sportif dans la salle, je les salue. Ils sont là pour nous rappeler qu'on aurait besoin encore d'autres équipements, notamment pour faire de la place... Vianney Orgebin parlait à l'instant d'inclusion, pour faire de la place à toutes les pratiques. Aujourd'hui, il y a toujours un tiers seulement de femmes dans les clubs de sport. C'est un chiffre national, mais qu'on retrouve à Fontenay. Pour développer la pratique féminine, je pense au football par exemple, il ne s'agit pas de mettre les petits garçons qui pratiquent le foot dehors, mais de pouvoir avoir d'autres terrains. On n'est pas dans le grand remplacement, l'idée c'est d'ouvrir encore plus le gâteau, soyons clairs. Et c'est vrai aussi pour le handisport, avec en plus le besoin d'équipements qui soient adaptés. Voilà, il faut pouvoir entrer dans un gymnase, il faut que les fauteuils puissent y aller, il faut que les vestiaires soient accessibles. Donc c'est encore tout ça qu'on a à faire. Et on voit bien à quel point aujourd'hui dans le territoire francilien, la question des Jeux Olympiques et Paralympiques en fait tente de créer une dynamique, si tant est qu'on puisse parler de jeux inclusifs. On ne fera pas le débat ce soir, sauf si vous voulez le faire, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme Fontenay ? Oui, moi je
résumerai pas le débat en quelques mots, mais je tenais quand même à dire que sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, effectivement, ce n'est pas une question qui fait complètement consensus. Et je voulais le dire par respect pour les sensibilités qui existent dans notre équipe, mais aussi dans notre ville. C'est vrai que du point de vue de l'impact environnemental, les JO, ça pose question. Du point de vue de l'impact social aussi, on sait que tous les salariés n'ont pas été très bien traités, ceux qui ont travaillé sur les chantiers, et puis tous ceux qui vont galérer pour aller au boulot, avec le prix des transports qui double. Et pour autant, je crois que les Jeux Olympiques, ça reste le très grand rendez-vous du sport, et que sur les JO, comme dans bien d'autres sujets, on voit quel peut être le rôle de la commune pour que ces jeux, qui effectivement c'est aussi le sport business, tout ce qu'on peut ne pas aimer dans le sport, mais pour qu'il y ait la dimension populaire des jeux, il faut qu'il y ait les collectivités territoriales, il faut une commune comme la nôtre qui achète des centaines de billets, qui va emmener les gamins, les jeunes, les personnes âgées voir des épreuves des Jeux Olympiques. Et ça, si nous on ne le fait pas, personne ne le fait. Qu'est-ce que ça veut dire du coup si on se projette, Nora Singhal, dans les 3 prochaines années? Comment est-ce que vous comptez mener justement cette dimension d'inclusion, d'ouverture? Qu'est-ce qui reste justement à faire de manière très concrète dans les années à venir? Ouais, j'ai déjà un petit peu parlé de l'adaptation de nos équipements. Donc on a un programme d'accessibilité programmée, c'est le sujet de ma collègue Clémence Avognon-Zonon, élue au bâtiment. Il y a aussi, je pense, continuer à travailler main dans la main. Au début, vous avez été sympa pour me lancer, vous avez dit que le sport c'était moi, mais évidemment le sport c'est pas moi. Le sport c'est plus de 8000 licenciés à Fontenay, et puis c'est un réseau, c'est les présidents de clubs, c'est des dizaines, des centaines de bénévoles qui donnent de leur temps, et donc c'est ensemble qu'on doit avancer. Il ne s'agit pas de dire toi ce que tu fais depuis 30 ans c'est pas bien, il faudrait que tu fasses plutôt comme ça, et avec eux plutôt qu'avec ceux-là. Voilà, il faut que l'inclusion, on la travaille ensemble. On a consacré une commission municipale des sports il y a quelques mois à la pratique des personnes handicapées. C'est pas un sujet facile, et il faut qu'on continue main dans la main sans se donner des leçons les uns aux autres, mais en essayant d'être à la hauteur des défis et puis des attentes légitimes. Et ce que j'entends, c'est la nécessité d'être dans la co-construction et dans quelque chose qui est partenarial. Merci beaucoup, Nora Singhal. Merci à vous. Merci. Louis-Mohamed Sey, vous êtes adjoint au maire délégué à la politique de la ville, président du groupe socialiste. Bienvenue à vous. Alors, la compétence politique de la ville, en ce moment, il y a des enjeux. Enfin, en ce moment, ça fait 40 ans qu'il y a des enjeux. Elle a été transférée, cette compétence, à l'établissement public territorial, mais ça n'a pas empêché la ville de continuer son engagement en faveur des quartiers populaires. On a tous été secoués par ce qui s'est passé en juin dernier, suite à la mort du jeune Naël. Qu'est-ce que ça veut dire de l'action nécessaire sur ces quartiers prioritaires ? Bonsoir à tous. D'abord, je suis très heureux d'être là parmi tous mes collègues, monsieur le maire, etc. Je suis même un peu ému, excusez-moi, un homme trop sensible, monsieur Sey. Mais oui, vous êtes un homme déconstruit, monsieur Sey, c'est ça ? Voilà, exactement, c'est ça. Non, les quartiers sont très importants pour moi parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires. Mes enfants ont grandi là. Et c'est vrai que la mort de Naël nous a beaucoup touchés, a touché tous les quartiers populaires de France. Et c'est un drame qu'on peut pas qualifier, quoi. Mais pour revenir à l'action de Fontenay-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois fait beaucoup pour les quartiers politiques de la ville, pour tous ces quartiers, et essaye d'avoir un lien dans tous ces quartiers. Et donc nous avons une politique de la ville de développement de ces quartiers. Nous travaillons bien sûr avec les pouvoirs publics, avec l'État, le département, etc. Avec les bailleurs sociaux et tout, pour le bien-être des habitants de nos quartiers. Des quartiers qui représentent aussi des vagues d'immigration nombreuses et qui ont réussi globalement à vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète ? On a beaucoup parlé d'accès à la culture, d'accès au sport, d'accès au droit. Ça, c'est quelque chose en fait qui nécessite encore plus d'aller vers quand on parle de ces quartiers-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons la chance aussi d'avoir
un maillage associatif, des associations formidables ici à Fontenay-sous-Bois qui agissent dans ces quartiers, que nous aidons, que nous soutenons depuis des années. Parce que ce que je ne veux pas oublier de dire, c'est que nous sommes les successeurs de femmes et d'hommes de gauche qui ont construit cette ville depuis 60 ans, quoi. Donc voilà, et monsieur le maire aussi, il est dans cette lignée de grand-mère de Louis Bayeurt, avec le sac de charbon pendant l'hiver quand il est arrivé. On a cette Vous êtes des héritiers, culture, cet ADN de la solidarité, et nous avons ça en nous, quoi. Le monsieur le maire a ça, et je pense que tous les élus et les services de notre ville savent très bien travailler cette question-là aussi. Et je voulais vraiment dire ça, quoi. C'est très important pour moi. Et vous avez parlé de l'immigration. Comme vous le savez, Fontenay est une ville monde. Elle a accueilli des migrants chiliens, argentins, portugais qui ont fui les dictatures. Nous le savons tous ici. Il y a aussi des Français d'origine maghrébine, africaine, parce qu'il y a eu aussi des vagues d'immigration maghrébine et africaine. Et nous arrivons à bien vivre ensemble tous. Et je pense que Fontenay a su accueillir tous ces publics, a su les soutenir et on a fait des citoyens. Elle a favorisé l'accès à la culture, comme vous avez dit, l'accès aux droits, la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, la protection de la jeunesse et puis la réussite éducative de tous. Bon, nous sommes là devant vous, nous avons nos enfants voilà, qui progressent à Fontenay. Moi, je suis très fier. J'ai ma fille qui vient d'avoir son Master 2. Donc je suis très content. C'est une Fontaysienne. Elle a grandi sciences de l'éducation. Ah bah la classe, bravo à elle. Merci. Elle a grandi à Fontenay, elle a travaillé un peu dans les services, etc. Tout le monde l'a soutenue et j'en profite pour remercier tous nos services pour ça. Ça veut dire que voilà, vous pouvez être d'un quartier populaire et avancer dans la vie. Et donc ça veut dire que ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que en fait, l'émancipation dont on parlait tout à l'heure, la capacité à sortir des déterminismes, à sortir des assignations, elle est réelle. Parce qu'on a justement un accès aux droits, parce qu'on a un accès à la culture, un accès au sport, et que ça, les municipalités le permettent. Alors du coup, Louis-Mohamed Sey, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à faire selon Tout à vous ? fait. Nous avons cet ADN, mais après, il y a aussi l'innovation sociale. Et nous avons la chance d'avoir un maire qui est jeune et qui est ouvert, et qui nous a permis de lancer... Il est plus jeune que vous. Il est plus jeune que moi. Il nous a permis de lancer, il y a quelque temps, un projet qui s'appelle le Dialogue des mémoires, qui est un projet très important, justement pour déconstruire l'imaginaire colonial, mais ensemble, en travaillant ensemble. Je ne vais pas vous développer notre méthode, mais on travaille avec un comité de pilotage, donc avec M. Vianney Orgebin, Mme Massia Benziane, M. Loïc Damiani, M. Geoffrey Guéniche. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Voilà, et là-dedans, il y a aussi, si j'accélère un peu, Louis-Mohamed Sey, parce qu'il faut qu'on avance. Oui, je vous en prie. Je suis désolée. Il y a aussi sur ces quartiers... Mais c'est important pour le vivre ensemble, bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est une question qui nous surplombe. Et si nous ne la traitons pas, ça va perturber les relations entre nous, quoi. Donc il faut la traiter au plus près de la vie des habitants. C'est aussi pour ces quartiers les questions d'emploi, les questions de mobilité. On sait que les contrats de ville sont en cours de renégociation. Les enjeux, ils sont centraux sur ces questions. Exactement, exactement. Et justement, je pense que la commune se penche maintenant sur l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Nous avons un projet pour ça qui va avancer, j'espère, doucement. Là, on ne peut pas développer maintenant au moment où je vous parle, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont en bonne voie. Nous avons des élus et aussi des services, et je pense qu'il y a un maire aussi qui est engagé sur ces questions-là. On ne veut pas laisser tomber personne. Ouais. On veut, voilà, Fontenay est aux côtés de tous les Fontenaysiens. Merci en tout cas. Quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs origines, etc. Merci, je développe pas, Louis-Mohamed Sey. Ah, je vois que vous... Merci. Vous avez oublié... Allez, en 10 secondes. Oui, vous avez parlé du pacte d'engagement des quartiers qui va nous permettre donc de développer de nouvelles actions pour les habitants du quartier Janzé, parce que nous avons maintenant le quartier Janzé, une partie qui est inclue dans le contrat de ville, dans la politique de la ville. Et je pense que c'est un bien pour les Fontenaysiens, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Louis-Mohamed Sey. Merci. Merci à vous et bravo à votre fille une nouvelle fois, surtout. Nassim Lachlache, vous êtes adjoint au maire délégué à la santé et à l'accès aux soins et président du groupe Fontenay Citoyen. Vous allez bien ?
Ça va, merci. Vous êtes en forme? Ça va, super. Nassim, vous, dans votre délégation, vous avez eu à gérer, on l'évoquait tout à l'heure avec le maire, la question de la crise sanitaire, du Covid. On sait à quel point voilà, l'engagement pour une municipalité, notamment dans des villes qui sont populaires, devait être central. Qu'est-ce que ça a voulu dire? Vous, quel bilan vous faites de ce moment-là? Le bilan qu'on peut faire, déjà, en propos préliminaires, il n'y a aucun lien avec... je ne me suis pas concerté avec monsieur Mohamed Sey, mais effectivement, je voulais aussi remercier les équipes précédentes, celle de Lou Bayert, celle de Jean-François Voguet et celle de notre maire actuel, bien évidemment, Jean-Philippe Gautret, puisque je pense qu'on ne pourrait pas présenter un bilan de mi-mandat aussi qualitatif que celui qu'on présente aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une réflexion qui avait été faite. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par monsieur Sey, mais voilà, on s'inscrit dans... Mais c'est important de le dire que là, c'est un héritage en fait et un continuum historique aussi sur ces questions. Exactement. Moi, ce que j'aimerais faire un retour sur la question de protéger et soigner. Il y en a un qui fait partie des prérogatives directes de la municipalité par les actions de prévention, entre autres, et il y en a un qui est un parti pris de s'engager comme bouclier sanitaire. Et j'aime à rappeler à chaque fois que je le peux, que ce qui est fait autour de la santé, c'est un choix politique et c'est un parti pris. C'est un choix, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. À Fontenay, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et donc, on dénonce sans cesse la casse du service public, le démantèlement de l'hôpital, qu'on a vu complètement s'effondrer justement pendant la crise de Covid-19. Et c'est dans ce contexte qu'on a été élu. C'est à ce moment-là qu'on a été élu et on s'est mis en ordre de bataille très rapidement, puisqu'il a fallu proposer un certain nombre d'aides qui n'étaient absolument pas prévues, puisqu'on ne pouvait pas imaginer un confinement comme celui qu'on a vécu. Pendant le confinement, on a continué de travailler, en visio certes, mais on l'a fait. Et donc je remercie les agents qui se sont mobilisés et les associations. Et donc on s'est battu pour un centre de vaccination, on l'a eu. On s'est battu pour un centre de dépistage, on l'a eu. Et j'aimerais rappeler juste quelques chiffres, c'est que depuis 2020, on a eu 11 mois d'ouverture du centre de vaccination. On a eu une augmentation du pass plus retraité, avec 859 passes qui ont été délivrés, la création d'une mutuelle communale avec bientôt 1000 adhérents, ce qui n'est pas rien, c'est une grosse ambition de la majorité municipale sur le mandat, et la création d'un pass unique numérique avec 1419 passes qui ont été distribuées sur la seule année 2022. Voilà. Donc on voit bien à quel point, en fait, et je vais le répéter, ce n'est pas une compétence municipale, en fait, la santé. Il y a un choix politique fort que de mettre au centre cette question, parce que quand on parle d'accès aux droits, quand on parle d'émancipation, la santé, c'est le premier des droits. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment l'espace du recul que les Français, et pas juste à Fontenay, voient clairement en termes de services publics. Donc ce choix politique-là, il est assumé, il est fort. Donc là-dessus, si vous vous projetez, Nassim, sur les prochaines années, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, il reste beaucoup de travail parce qu'on a beaucoup d'ambition avec les autres élus à la santé, puisqu'on est 4 élus à la santé. Après, je ne suis pas venu parler de ma délégation en particulier, je suis venu apporter une vision de mon groupe politique dans ce bilan de mi-mandat. On a 2 choses principales qui me semblent extrêmement importantes. On a la création d'un futur CMS, un CMS unique. La plupart des Fontenaisiens doivent être au courant. Le Centre municipal de santé. Centre municipal de santé, merci. Juste à titre de comparaison, j'aimerais donner quelques chiffres. On a Roger Salengro qui fait 400 mètres carrés, on a Émile Roux qui fait 250 mètres carrés, le futur CMS en fera 1500. Donc c'est le doublement de la surface. C'est le château CMS. C'est la cathédrale. Avec notamment des fois le doublement de l'offre de soins, notamment sur le dentaire. En tout cas, c'est l'ambition qu'on porte. Ce qui veut dire que c'est le dentaire, enfin des médecins généralistes, etc. L'offre de soins va être multipliée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà et on souhaite l'étoffer avec d'autres. On n'a pas le temps de développer ici, mais c'est la première ambition. Et la deuxième ambition, qui est un peu plus personnelle, c'est quelque chose que je porte et que j'aimerais développer, c'est que Fontenay soit à l'initiative, comme souvent, parce qu'on a l'habitude à Fontenay maintenant d'être à l'initiative, de lancer le premier label santé, à l'image des 3 carottes, des arrobases, à l'image de tout ça. On n'a pas de label santé et on aimerait que les villes pourraient être labellisées selon leur application, leur équipement, leur politique santé. Et c'est un projet qui demande du temps pour se mettre en marche, qui doit être concerté, partagé, travaillé. Et on sait qu'à Fontenay, la démocratie prend du temps. Et je fais le lien avec... Mais vous êtes parfait. Merci beaucoup. Merci Nassim. Merci Nassim, lâche. Justement, alors, vivre, décider et faire ensemble. Clémence Avognon-Zonon, vous êtes adjointe au maire déléguée au patrimoine bâti et présidente du groupe Génération. Bienvenue à vous. Hop. Alors, merci, justement,
La démocratie, comme nous le disait à l'instant, là, dans ce passage de bâton avec Nassim, la démocratie, c'est aussi la participation citoyenne, c'est la capacité dans une conversation, je ne dirais pas permanente, mais quand même quelque chose de cet ordre. Vous avez rencontré donc les Fontenaisiennes, les Fontenaisiens ces derniers mois à diverses occasions. Il y a eu des ateliers de concertation qui ont été lancés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette conversation justement avec les citoyens de la ville? Quel bilan vous faites après ces séquences? Je dirais d'abord qu'en tant qu'élu au patrimoine bâti, c'est une délégation très technique qui m'a été confié par Monsieur le maire, mais le technique n'a de sens que s'il est bien irrigué par des politiques qui collent du mieux possible aux attentes de nos concitoyens, aux attentes des Fontenaisiens. Et c'est là où, à Fontenay-sous-Bois, la vie démocratique prend tout son sens. Avec Monsieur le maire, avec toute l'équipe, avec les habitants, ensemble, comment on vit, comment vivre ensemble, comment décider ensemble, comment faire ensemble pour aller le plus loin, pour aller le loin possible. Voilà. Et ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter ce dialogue? Mais pour faciliter ce dialogue, je dirais déjà qu'il y a la charte de la vie démocratique, déjà, qui est un début de mandat qui a été adopté et qui résume en gros toutes nos ambitions politiques, nos engagements, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Nous avons des outils sur lesquels on peut s'appuyer. Quand je dis on peut s'appuyer, aussi bien les élus que les habitants, ensemble. Nous avons le portail citoyen, par exemple, qui permet à chaque Fontenaisien, à chaque Fontenaisienne, d'aller directement avec son clavier sur le site de la ville et de faire part des dysfonctionnements dans l'espace public. Et là, il y a une réponse qui suit tout de suite avec le service adapté. Et puis, il y a d'autres dispositifs encore. Il y a le droit de pétition, malheureusement, qui n'est pas assez connu, avec, je ne sais pas, certains le savent, mais pas tout le monde, puisque ce dispositif n'a pas encore été utilisé. Avec 530 signatures aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois, on peut lancer une requête, faire une demande qui peut être un point à l'ordre du jour du conseil municipal, qui peut faire l'objet d'une délibération au conseil municipal. Donc, c'est important de le savoir. Et puis, il y a aussi d'autres outils. En dehors de ce droit de pétition, il y a également le référendum décisionnel local ou le référendum d'initiative fontenaisienne. Là, c'est toujours sur des sujets concernant la vie des Fontenaisiens. Voilà, il suffit seulement de s'y lancer et puis on y arrive. On ne va pas aussi faire l'impasse sur tout le travail de proximité qui est fait dans les conseils de quartier, avec les bureaux de conseils de quartier aussi pour traiter de toutes les problématiques dans l'espace public, toutes les questions de gestion urbaine de proximité. Donc c'est tout un travail qui se fait. Et puis n'oublions pas aussi l'écoute des élus, la proximité avec les habitants, avec les habitantes. Et puis toujours dans le débat, dans le respect, enfin, on se respecte, on n'est pas toujours d'accord. Oui, mais on peut s'écouter, s'entendre et finalement... C'est toujours des querelles, c'est toujours des débats d'idées. Ce ne sont jamais des querelles de personnes. Le respect de part et d'autre a toujours le dernier mot. C'est ça qui est très important, il faut le souligner aussi. Ouais. Et alors Clémence, qu'est-ce qui reste à faire pour améliorer encore plus ce dialogue? Bien sûr, comme le disaient mes précédents collègues, Nassim, Nora, enfin nous parlons tous à l'unisson, nous faisons équipe derrière le maire. C'est surtout, il n'y a pas à aller dormir sur ses lauriers, bien au contraire. Il y a des défis importants qui nous attendent. Il y a, par exemple, Fontenay 2050. Fontenay 2050 ? Ah oui. C'est quoi ça, Fontenay 2050 ? Déjà, face au bouleversement de ce monde, sur tous les plans, au plan politique, au plan social, écologique et tout ça, il faut faire quelque chose. On ne peut pas, la planète, on ne peut pas la laisser courir à sa perte, mais les choses se passent du local au global. Et à Fontenay-sous-Bois, il va falloir qu'on se concerte pour voir un peu comment est-ce qu'on avance sur les grandes questions en lien avec l'écologie, par exemple. Ouais, et donc c'est une assemblée citoyenne. Une assemblée citoyenne qui va se tenir. C'est en train d'être lancé là, c'est dans les clous. C'est dans les clous. C'est dans les clous. Et puis aussi, n'oublions pas, il y avait aussi cet outil très important que je n'avais pas, je l'ai omis, mais ça me vient à l'esprit, c'est surtout le budget participatif. Et là, ce sont des projets construits et choisis par des Fontenaisiens. Et ce budget, c'est une première.
dans ce mandat. Et attention, le reste, le budget communal n'en est pas moins participatif, puisque c'est des dizaines de concertations sur les équipements, par exemple, sur le patrimoine bâti, mais même si on sait que nos délégations ne sont pas des délégations patrimoniales, mais bon, voilà, pour vous dire. Et puis, il y a aussi toutes les questions autour qui tournent autour des circulations, qui tournent autour des dénominations. C'est là aussi qu'il faut parler des femmes. Les dénominations des rues. Les voix qui portent les noms des femmes. C'est aussi, il y a eu des avancées à la matière dans ce mandat. Vous savez, 2% seulement des rues portent le nom des femmes. Alors, ça, c'est les femmes. C'est l'exception. Il y en a plus que ça, Fontenay ? Mais bien sûr. Fontenay dans le futur. Alors, il y a la question de la diversité justement dans la toponymie. Alors la question des femmes et il y a la question des personnes issues d'ailleurs. Et voilà, pas juste d'Afrique, mais ça c'est un vrai sujet représenté dans sa diversité, l'histoire de France dans les rues, dans les places et voilà sur les gymnases, les écoles, c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci à vous Clémence. Merci beaucoup. Merci. Juste un dernier mot pour nous dire continuons ensemble avec M. Jean-Philippe Gautret, ensemble avec notre maire, à porter ce projet politique, écologique, démocratique, ensemble, pour que nous allions le plus loin possible, si on peut le dire ainsi. Nous ne partons pas de rien, nous ne sommes pas des générations spontanées, nous sommes dans la lignée de nos anciens. Continuons avec le maire. Continue. Merci beaucoup. Merci Clémence. Moi Clémence, vous m'embarquez comme ça, je vous suis. Hein. Anne Klopp, comment allez-vous? Première adjointe au maire déléguée à l'action sociale, l'administration générale et à l'habitat et l'hygiène. On a entendu beaucoup de choses. Là, on a fait un beau bilan. On est en retard, mais ça c'est classique, évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour vous je le disais, la question de l'environnement, de la mixité sociale, de l'émancipation. On a entendu beaucoup ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce vivre ensemble à Fontenay, clairement? Fontenay, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi. Vous avez grandi où? Ici. Ici? J'ai jamais quitté. C'est une ville atypique. 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 C'est une grande ville, avec une notion de village, quand même, qui a une architecture très atypique, puisqu'on a un côté très résidentiel dans l'ouest de la ville, qui borde le bois, un côté plus urbain, avec une envergure métropolitaine à l'est, avec du logement, du tertiaire, qui est aussi, mes collègues en ont parlé, mais l'héritage de volontés politiques, et notamment, je pense forcément à Louis Bayert, parce qu'on a réussi à maîtriser cet urbanisme à l'est de la ville grâce au combat politique de Louis et de son équipe à l'époque. Et c'est justement cette richesse urbanistique qui crée aussi la diversité de notre urbanisme, la diversité de notre population, et du coup qui en fait sa mixité sociale et culturelle. Et donc nous, notre rôle, le rôle de la municipalité, c'est justement de réussir à trouver cet équilibre, à ce que tout le monde puisse vivre ensemble. Donc ça passe par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites ce soir, mais par exemple la question de la construction de logements. Aujourd'hui, on fait face à une pénurie de logements terrible. On n'a jamais connu ça. Et donc impulser la construction de logements, c'est important pour que toutes et tous puissent se loger dans notre ville. Ça passe aussi par la question du développement économique, puisque du coup, on le sait, la deuxième préoccupation des Français après le logement, c'est l'emploi. Et donc la question du développement économique est importante. Et avec tous les projets d'envergure, certains ont été cités, notamment sur Rabelais avec la future médiathèque et le futur CMS qui seront dans un seul et même bâtiment, avec le pôle Val-de-Fontenay qui va continuer de muter pour pouvoir répondre aux besoins des habitants, ou encore plutôt à l'ouest sur la question de la réhabilitation et de la rénovation du marché couvert de Moreau-David. Et alors vous, si vous vous projetez du coup en tant que minote de Fontenay, ce sera quoi quand vous aurez 60 ans, Fontenay-sous-Bois? C'est dans longtemps, c'est dans 20 ans. Pour mes enfants, c'est une vraie volonté politique, justement, que ça a été beaucoup dit ce soir, mais qu'on soit dans la continuité.
dans la continuité. Donc qui dit la continuité dit aussi développement, et donc ça passe par le développement des espaces apaisés, et on le voit, on l'a vu dans le sondage, c'est une attente et c'est quelque chose qui est important pour les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens. Donc ça passe par une ville plus verte, où chacun a sa place dans l'espace public, mais ça passe aussi par continuer de développer nos solidarités. C'est ça qui fait l'ADN de notre vivre, c'est ça qui fait le vivre ensemble, et ça a été dit dans le film tout à l'heure, c'est aussi ça, Fontenay, une ville à vivre. Fontenay, une ville à vivre. Merci beaucoup, Anne, merci à vous. Alors maintenant, c'est à vous. Et je vais passer parmi vous pour passer le micro. Ceux qui sont en ligne et qui nous regardent, tu veux ? Bah vas-y, alors il faut l'allumer. Hop, il y a un bouton rouge. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas, parce qu'on me les envoie en fait. Mon téléphone va servir de porte-parole, de vecteur à vos questions. Donc n'hésitez pas. Mais attends, parce que sinon, on va avoir toujours... Attends, je te le pique juste. La première question, c'est la plus difficile. Et donc, puisque... Pardon ? Oui, mais monsieur, est-ce que vous m'autorisez un truc qui est que pour une fois, je vais aller voir une femme pour commencer ? Parce qu'en général... Voilà, donc je m'autorise, je viens à vous pour la deuxième question. Mais bonjour madame. Bonjour, vous allez bien ? Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous avez une remarque ? Alors écoutez, moi je suis élue. Zut Donc je trouve que cette équipe est magnifique. Mais exactement. Et que nous allons vraiment dans le bon sens. Bon, alors, je vais commencer par... Voilà. Est-ce que vous êtes élue, madame ? Non. Non. Eh bien alors, c'est à vous. Juste une petite question. Et là, peut-être je la pose aussi collectivement d'ailleurs, et pas qu'aux élus de la municipalité, mais comment envisager la réduction de la voiture, de la pollution, des problèmes de sécurité ? Je sais qu'il y a déjà des réponses, entre autres par la piétonisation, par exemple, devant les écoles, mais comment réfléchissons-nous ensemble ? Merci beaucoup pour cette question. Maintenant, monsieur, je viens à vous. Mais oui, je suis sympa en fait. C'est très gentil. Merci beaucoup. Tu peux y aller. J'avais deux questions. Une question pour monsieur Muller qui a présenté le sondage. Il a fait référence à des éléments de comparaison d'autres communes d'Île-de-France. J'aimerais bien savoir s'il dispose d'éléments quantitatifs pour comparer très directement les résultats que vous avez présentés avec ceux des autres communes riveraines de Fontenay ou de l'ensemble de l'Île-de-France. Ce serait intéressant à comparer. Et deuxième question, concernant les parkings à vélo, il y a un certain nombre de communes qui sont équipées de parkings sécurisés financés par Île-de-France Mobilité. J'aimerais savoir où en est Fontenay aujourd'hui, qui ne dispose d'aucun parking sécurisé pour l'instant. Il y a des projets dans le cadre du budget participatif, mais qui ne me semblent pas du tout répondre aux besoins quantitatifs de la ville et de ses habitants. Voilà deux questions dont j'aimerais avoir le point de vue de la municipalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle ? Parce que sinon, j'en ai quelques-unes qui viennent d'Internet. Bonjour, monsieur. J'irai trouver une dame après. Alors, j'avais l'impression de me retrouver au début de cette municipalité en pleine campagne électorale. Donc, on continue, c'est parfait. Je voudrais m'inscrire dans l'histoire, parce qu'effectivement, ça a été évoqué, et notre ville a une histoire. Et aujourd'hui, elle doit tout mettre en œuvre pour que cette histoire continue. À l'évidence, l'origine de Fontenay, avec ce qui la différencie par rapport aux communes environnantes, est manifeste. Et elle est fidèle pour beaucoup de choses à ce qui a inspiré la politique originelle de Fontenay qui a démarré en 1965. Ceux qui ont œuvré à cette époque ont été des visionnaires. Et la question que je me pose aujourd'hui, ce soir, en écoutant ça, c'est d'essayer de comprendre quelle est la vision que l'on se donne. Alors, on a parlé de 2050, oui, pourquoi pas, il faut bien prendre une date. Et là, j'avoue que je suis un petit peu sceptique. Parce que
déjà, quand on parle de participation, sur ce problème-là, je constate qu'il y a des décisions qui ont été prises qui ne me semblent pas tout à fait conformes à ce qu'on pouvait attendre du dynamisme initial. Un exemple. Et ensuite, on va laisser les élus répondre de la place du Général de Gaulle avec l'hôtel Ibis. Un autre exemple, la construction de ce qui arrive en haut de l'avenue Rabelais. Et je vois déjà la tête que doivent faire les habitants de la Redoute côté Paris quand s'élève devant eux un immeuble de 10 étages. Sur le plan culturel... Rapidement, monsieur. Je finis. Très bien. Sur le plan culturel, on a inauguré un théâtre. Alors que je pense que le plus urgent n'était pas forcément ce 4e théâtre, mais bien plutôt, par exemple, toujours sur la crête, d'envisager enfin un cinéma à la hauteur des besoins de Fontenay. Et que la fracture qui existe entre l'Est et l'Ouest, par exemple sur le plan culturel, eh bien, soit mieux résorbée. Voilà. Merci. Alors, vive l'avenir. Merci. Eh bien, écoutez, on va commencer par répondre. Monsieur Müller, peut-être on va commencer par vous. Alors, sur les explications demandées par monsieur sur... Absolument. Donc pour les comparaisons quantitatives avec d'autres communes. Alors les comparaisons sont toujours délicates parce que d'une commune à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes sujets qui sont évalués. Mais on constate quand même globalement que Fontenay-sous-Bois ne se distingue pas positivement ou négativement par rapport à d'autres communes franciliennes. Il y a simplement des questions de perception des actions en matière de solidarité qui sont notées par les habitants à Fontenay-sous-Bois. On le voit que ce soit par rapport au pass solidarité, on le voit également sur des actions en direction de la jeunesse. Là, il y a vraiment des choses qui se distinguent de... Oui. Nos bases de comparaison, ça va être sur différentes communes. Je peux vous communiquer ça. Il y a différentes villes, la ville de Clamart, des villes de... Alors, monsieur veut des éléments de comparaison quantifiés, mais du coup, on l'entend pas bien. Donc, ça, ils sont accessibles... Non, ils ne sont pas accessibles sur votre site. Non, ils ne sont pas accessibles directement sur notre site parce qu'évidemment, les données propres à chaque commune sont confidentielles et pas forcément... Bon. Toutes les communes ne réalisent pas de restitution publique des enquêtes qui sont menées. Ah non, c'est complètement quantifié, mais toutes les données ne sont pas communicables. Voilà, toutes les données ne sont pas communicables dans le cadre d'un sondage. Il y a des communes qui ne veulent pas les communiquer. Voilà, oui, monsieur. Oui, si, il les a. Entendez juste en fait qu'elles peuvent vous être communiquées, mais moi je vous invite à aller voir monsieur à la fin, parce que ce sont des données qui ne sont pas forcément publiques. Et donc c'est ça, voilà. Mais peut-être que vous allez pouvoir vous parler à la fin et trouver un terrain. Merci en tout cas. On continue. Alors, merci beaucoup. On a entendu piétonisation, place de la voiture, parking à vélo. On avait aussi une question sur Internet sur les pistes cyclables dans la ville. Qui souhaite répondre ? Est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des élus dans la salle ? Ah ben voilà. Cher monsieur. Alors, il faut vous mettre devant les caméras. Je vous en prie. Merci, bonsoir. Marc Brunet, je suis conseiller municipal délégué au vélo, mobilité active. Donc, bonne nouvelle sur les parkings sécurisés vélo, puisque au printemps, on va pouvoir implanter un parking sécurisé au RER Moreau-David de 145 places, plus une dizaine de box qui seront réparties sur l'ensemble de la ville, de capacité plus réduite, évidemment. Ça, c'est pour les parkings sécurisés. Sur le stationnement, vous le savez, Fontenay a fait le choix, et on est une des rares villes à maintenir un stationnement
gratuit pour les véhicules automobiles. Progressivement, on réduit la place de la voiture, par exemple en piétonnisant un certain nombre d'espaces. Il y a eu l'exemple de la place devant l'école Jules Ferry, c'est le cas aussi devant l'école Michelet. On a une optique, on a lancé toute une concertation au printemps auquel ont participé environ 300 fontenaisiens et fontenaisiennes sur le partage de l'espace public, les mobilités, l'apaisement de la ville. Les résultats de cette concertation ont été présentés il y a une dizaine de jours à la population. On avance de plus en plus sur l'apaisement de la ville, sur les mobilités. On a 11 stations Vélib qui sont extrêmement utilisées. Ce sont des centaines de vélos qui sont utilisés chaque jour en libre service par les fontenaisiens. On a mis en place pendant des années une aide à l'achat des vélos à assistance électrique parce que vous avez pu vous en rendre compte, et tous les fontenaisiens le savent, on est sur une colline. Pendant très longtemps... C'est important comme élément. On est sur une colline. Pendant très longtemps, c'était une difficulté pour pratiquer le vélo sur notre ville. Mais moi, j'ai l'habitude de dire maintenant que moi, je fais du vélo à plat en permanence. Et juste à titre d'exemple, quand on a lancé il y a une dizaine d'années cette aide à l'achat des vélos à assistance électrique, on avait eu 17 demandes d'aide. Et l'année dernière, on avait 400 demandes, voilà, qu'on a honorées. Et maintenant, c'est la région qui a pris le relais sur ces aides. Voilà, je ne veux pas développer beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, Fontenay 2050, la vision, est-ce qu'il fallait un nouveau théâtre? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin d'un cinéma? Est-ce que sur les questions de bâti, il n'y a pas eu des mauvais choix, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre avant qu'on repasse à la salle, évidemment? Sur le théâtre, 3000 personnes sur un week-end d'inauguration venant de tous les quartiers, et dans le sondage n'est pas un sujet, en tout cas négatif. Je crois que la question, elle est réglée sur oui, il fallait un théâtre. C'est les fontenaisiens qui ont réglé cette question-là. C'est pas moi. Nous, on avait une conviction, on avait mais cette question-là, aujourd'hui, elle se pose plus. Elle ne se pose plus. La question, c'est comment on fait en sorte que tout à chacun puisse continuer d'accéder à la culture. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est essentiel. Mais quand je vois, par exemple, que la classe de mon fils à Janzay, l'un des quartiers les plus populaires, on peut se faire questionner par les parents parce qu'ils n'ont pas l'habitude que leurs enfants aillent au théâtre. Est-ce que c'était pour eux? Est-ce que le spectacle était adapté? On a gagné. Et notre responsabilité, c'est de poursuivre longtemps avec ça. Après, évidemment, on n'a pas besoin que de culture. Mais enfin, quand on voit les débats au niveau national, évidemment qu'on a eu raison. Quand on se pose la question aujourd'hui de l'émancipation humaine, de l'accueil, évidemment qu'on avait raison d'ouvrir un théâtre, plus que jamais. Et nous, on veut faire un théâtre pour diffuser de la culture, pour créer, mais on veut surtout revenir aux origines du théâtre, que ce soit un lieu de forum. Quand il y a des conseils de quartier qui se réunissent dans le théâtre, on a gagné. C'est ça l'enjeu de la culture dans cette ville et l'enjeu de ce théâtre. Évidemment, on n'a pas décidé de faire un théâtre pour les Parisiens, comme on a l'habitude de le dire, en bon banlieusard que nous sommes ou que je suis. On l'a mis au milieu de la crête pour que ce soit en cœur de ville, pour que ça rassemble l'ensemble des quartiers de cette ville. Et donc c'est vraiment un enjeu, de mon point de vue, extrêmement important d'avenir. On l'a lié d'ailleurs à l'inauguration, mais pour les 3 prochaines années, avec Zaya Ziwani, qui est en résidence pendant 3 ans. Et qui a la chef d'orchestre. La chef d'orchestre Zaya Ziwani, qui développe l'accès à la culture, à la musique classique, pour les catégories populaires, les classes à horaires aménagés théâtre ou à horaires aménagés musique dans les collèges, qui permettent d'accéder à tout le monde à la culture. Mais de manière générale, il y a une question de fond qui a été posée sur quelle vision on a. Et est-ce qu'on s'inscrit dans la continuité? Faire en sorte, c'est le plus dur cette question-là, faire en sorte que ces villes restent accessibles à tous, que ça ne soit pas un ghetto de riches, oui, je pense qu'on est fidèle, puisque c'est notre ambition via le service public comme vecteur d'ailleurs de cohésion sociale et territoriale, évidemment avec une nouveauté, qui est l'urgence climatique. Et donc dedans, on y met évidemment avec une vision sur la question de la transition encore plus fort qu'avant, mais on s'inscrit dans la continuité de nos prédécesseurs. On adapte juste les outils. Ça a été évoqué, la régie du chauffage urbain, une crise énergétique sans précédent.
En 2028, nous aurons 90% d'ENR, d'énergie non renouvelable dans le mix énergétique, d'énergie renouvelable, pardon, dans le mix énergétique de la régie du chauffage urbain. C'est vrai pour la restauration collective, avec le bio, mais le bio qui vient d'Île-de-France, donc les circuits courts, les tarifications au coefficient familial. Mais je pourrais dire aussi sur les questions urbanistiques, la démarche bas carbone sur le pôle Val de Fontenay. Comment on fait en sorte qu'on réhabilite? Comment on fait en sorte qu'on réemploie? Et comment on fait en sorte de renaturer? Ça fait partie des ambitions extrêmement innovantes, puisqu'aujourd'hui on parle de désartificialisation. Du zéro artificialisation nette. Voilà. Nous, donc il faut désartificialiser et rendre des mètres carrés. Mais nous, on va désartificialiser. Pourquoi je dis ça et pourquoi je parle de ça? Parce que vous avez évoqué la question des projets qu'on a autour du quartier de la Redoute, mais aussi quelque part du quartier des Larisses. On a fait une chose extrêmement importante et qu'on poursuit d'ailleurs. C'est qu'on a décidé de ramener du service public et des équipements dans les quartiers les plus populaires de la ville, mais aussi certains qui sont en plein cœur de ville. Alors après, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec la hauteur. En France, on a du mal avec la hauteur. Pourquoi pas? Mais enfin, la crise du logement, elle n'a jamais été aussi importante. Et on ne pourra pas désartificialiser, mettre des espaces verts sans construire un peu. Après, on peut avoir des goûts différents, on peut ne pas aimer, mais enfin, ramener des logements, des commerces, des équipements en cœur de ville. J'ai fait des voisins-voisines. La question commerciale nous a été posée en permanence. Et moi, j'ai l'habitude de dire que dans les années 90, avec mes parents, on ne se posait pas la question de sortir à Fontenay. On allait à Paris parce qu'on était une ville dortoir. Vous ajoutez à ça les polycentralités. On n'a pas de centre-ville en tant que tel. Mais la dernière chose pour avoir des petits commerces, puisqu'au contraire de ce qu'on peut penser, c'est pas avec la voiture que les petits commerces y vivent. Toutes les études au niveau national montrent que les petits commerces, les flux de personnes qui vont consommer, viennent à 500 mètres à pied, à proximité. D'ailleurs, on en est, y compris nos grandes surfaces telles que Auchan, 40% de ces consommateurs viennent à pied. Et donc notre responsabilité, c'est de continuer à penser l'urbanisme de cette ville pour que ça reste une ville vivante, tout en étant accessible à tous, avec évidemment la prise en compte de la transition écologique dans nos politiques publiques qui est essentielle. Donc évidemment, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais on va poursuivre. Par exemple, ça a été évoqué, je finirai là-dessus, c'est la question du marché Moreau-David qui, dans les prochaines semaines, c'est un engagement de campagne, on va construire une nouvelle halle de marché couvert qui va permettre, en parallèle, de rénover les espaces publics et de, là encore, faire une entrée de ville, une attractivité commerciale au service et des besoins des gens. Merci beaucoup. On repasse à la salle. J'ai 2 questions Internet aussi à porter, mais madame, bonjour. Bonsoir. Alors, j'habite à Fontenay depuis plusieurs années. Je suis actuellement retraitée. Et j'ai eu, en le demandant et en insistant pour l'avoir cette année, quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, c'est-à-dire un colis de Noël, étant donné que je ne suis pas imposable, et aussi un chèque service, je crois, ou quelque chose comme ça, ce qui est très intéressant. Bon, je suis en retraite depuis pas mal d'années, et les autres années, mis à part en 2019, où c'était ma première année de retraite, j'ai reçu de Madame Le Goyer, à l'époque, je pense, ce qui s'appelle, ce dont vous parliez. C'est pour ça que ça m'intéresse, ce qui est le pass plus retraité. C'est 220 €, qui a été viré directement sur mon compte à l'époque, et où on m'a précisé que j'ai pris ça pour quelque chose d'exceptionnel. Je pensais que c'était quelque chose d'absolument exceptionnel, étant donné que ma retraite n'arrivait pas et que, effectivement, j'y ai eu le droit, parce qu'on me l'a proposé, je veux dire, à cette époque. Entre-temps, je n'ai jamais rien demandé et je n'ai jamais non plus rien reçu. C'est-à-dire que j'ai été totalement oubliée, comme apparemment pas mal de personnes. Certains citoyens, en fait, ne sont absolument pas prévenus, ne reçoivent aucun courrier par rapport à cette aide qui est, par exemple, j'ai perdu 360 € en tout, c'est-à-dire 3 ans où je n'ai jamais été prévenue pour que je puisse avoir à un moment où se passe, c'est-à-dire ces 120 € par an, et ce colis de Noël. Ouais.
Jamais, c'est-à-dire, et on m'a dit cette année, en voyant ce chèque service, en passant devant ce qui s'appelle le foyer Materazzi, j'ai su que ça existait et je l'ai demandé en envoyant un mail à la mairie. Voilà, alors j'aimerais savoir pourquoi certains sont prévenus et d'autres totalement oubliés à Fontenay. C'est ça qui est un peu dommage, parce que moi, ça m'a fait énormément plaisir cette année et je vous en remercie encore d'ailleurs. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, mais oui, bien sûr. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur un projet qui est porté et financé par la mairie de Fontenay depuis plusieurs années. C'était un projet d'équipement. Est-ce que le nouveau lycée intercommunal de Vincennes sera ouvert aux enfants de Fontenay-sous-Bois et dans quelle proportion? Il y a eu un engagement financier important de la mairie de Fontenay sur ce projet. Voilà, la question est de savoir si cet établissement profitera aux enfants de Fontenay à la rentrée prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. On continue. Bonjour. Ouais, bonjour. Moi, j'habite dans le quartier des Alouettes. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui habitent tout à fait à l'est de Paris, à l'extrémité. Donc, c'est un quartier où il y a des travaux depuis très longtemps, où il n'y a pas de transport. Je suis venu en vélo, ça va. Électrique? Ah non, non, non. Ah non, ah, non, non. Ah non. Électrique, c'est pour les... Non, non, le vélo normal. Voilà. Donc, il y a des problèmes de transport pour venir au centre-ville. Il y a des problèmes de transport pour venir au théâtre. Le théâtre, il est très bien. Bon, 23 millions, c'est pas grand-chose. Mais en contrepartie, ça a permis d'ériger quand même des immeubles de grande hauteur, gris, affreux d'ailleurs, en partie vides, dans la zone industrielle de la Pointe. Voilà. Donc, je sais que le temps est long d'aménagement, mais ça fait des années que ça dure, mais on aimerait bien qu'il y ait des aménagements qui soient faits d'une manière un peu plus à court terme, quoi. Il y a surtout des espaces verts qui sont très mal répartis dans Fontenay. Il y a beaucoup d'espaces verts, mais c'est très inéquitablement réparti. Et quand on est dans certains quartiers, à part se promener sur du béton et du bitume, alors c'est bien de parler de décarbonisation, de désartificialisation, c'est une bonne chose, mais quand même c'était recouvert de bitume et de béton pendant très longtemps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a une dernière? Sinon, on retourne aux élus pour répondre. Monsieur, vous faites coucou ou c'est à moi que vous faites coucou? Non, je crois que c'est pas à moi que vous faites coucou. Je suis désolée. Vous auriez pu. Alors, j'ai deux questions Internet aussi à vous transmettre. Hop. Pardon, j'attrape mon téléphone. Question envoyée par mail, Sébastien. J'ai voté au budget participatif l'année dernière, mais on n'a pas d'infos sur le suivi. Quand est-ce qu'on en aura plus? Et Stan, je me fais la porte-parole. Stan dit, je constate que certains quartiers ont plus de végétation, par exemple au Parapluie. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pensez-vous planter? Alors, qui veut commencer peut-être? Ah bah, vous avez le micro, c'est bon. Je vais répondre à madame sur la question des passes et finalement plus généralement de la communication. Effectivement, ça a été montré dans le sondage tout à l'heure, on fait un effort de communication qui n'a pas toujours été le cas. Typiquement, les passes ont toujours été fortement communiqués, mais par le magazine municipal, par des affichages, etc. Et donc, comme vous le dites, ça nécessite de s'inscrire et de faire une démarche. Il n'y avait pas forcément de courrier envoyé à l'ensemble des administrés pour diverses raisons, notamment RGPD. Mais effectivement, aujourd'hui, on essaye de retravailler, d'avoir une communication plus fine et de faire de l'aller vers, justement pour que l'ensemble des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens qui peuvent bénéficier de droits spécifiques, parce que les passes solidaires, ce n'est pas un droit que vous pouvez avoir dans une autre ville, c'est un droit spécifique à Fontenay qu'on a créé pour répondre aux besoins, que ce soit des retraités, des personnes en situation de handicap, des familles, pour que les enfants puissent avoir accès aux loisirs, au sport ou à la culture. Et donc, on travaille sur cette communication pour que l'ensemble des bénéficiaires puissent vraiment les utiliser et en bénéficier. Mais donc, on entend pertinemment votre remarque. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a amélioré la communication, puisque maintenant, vous pouvez en bénéficier. Et il faut qu'on poursuive sur ces questions-là. Sur la question de la transformation du virement maintenant sur un chèque, il y a des questions très techniques. À la base, cette aide, c'était l'aide à l'énergie. Les bons de chauffage qui ont été faits ensuite en virement parce que c'était plus facile, etc. à l'époque. Sauf que le problème du virement, c'est que pour bon nombre
de personnes retraitées, ça permet seulement de combler un découvert, mais ça permet absolument pas d'avoir un peu de beurre dans les épinards, de pouvoir se faire plaisir en période de fin d'année. Et donc pour nous, la question de cette transformation, d'avoir un chèque service utilisable chez des commerçants pour pouvoir se faire plaisir à nos proches, c'était important de le transformer dès cette année. Merci beaucoup. Clémence, peut-être sur le budget participatif. J'aimerais dire que le concitoyen qui a posé la question, peut-être ici est pris un peu plus tôt, parce que la deuxième édition est en cours. Je laisse M. Geoffrey Guéniche, qui est en charge de la vie démocratique. Eh bien, parfait. Oui, bonjour. Bonsoir à toutes et tous, Geoffrey Guéniche, maire adjoint au développement de la vie démocratique et de l'éducation populaire. Juste pour répondre, c'est la première année où on a mis en place le budget participatif. On a effectivement eu quelques mois de retard donc, pour la mise en œuvre. Pour rappel, il y a 4 projets qui ont été élus lors de la première édition du budget participatif. Marc Brunet en a parlé, il y a le stationnement vélo sécurisé qui va être mis sur l'ensemble de la ville, qui vont être disposés sur l'ensemble de la ville. Il y a un nouveau plateau multisport qui va être réalisé à Pasteur derrière le stade de l'Aune. Il y a une étude sur la désartificialisation des sols, ou en tout cas les verterues dans la ville, qui va être rendue très prochainement. Et enfin le dernier, une vue panoramique dans l'écoparc des Carrières. Donc c'est les 4 projets qui ont été élus et ils seront tous livrés au premier trimestre 2024. On a 3-4 mois de retard par rapport à ce qui était prévu. Et vous avez la seconde édition du budget participatif qui est en cours jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez voter, vous avez une urne juste là à la Maison des Citoyens, au Centre social Intergé, et vous pouvez le faire en ligne jusqu'au 31 décembre. Donc je vous invite à voter. Mais ce qui veut quand même dire que voilà, c'est ce qu'on voyait, ce qu'on entendait dans le sondage, il y a un petit sujet sur c'est bien de faire, mais il faut faire savoir, et c'est clairement l'enjeu. Sur l'artificialisation, sur la place justement des espaces verts, peut-être Fabienne, est-ce que vous voulez répondre ? Oui, sur les parapluies. Monsieur parlait aussi du quartier des Alouettes, hein, c'est ça, monsieur ? Ouais. Oui, alors je vais répondre sur le quartier des Alouettes. Je crois que j'ai évoqué. J'ai parlé, pardon, je vais peut-être me lever, c'est peut-être mieux. Donc j'ai évoqué concernant les Alouettes, j'en ai parlé. C'est d'un parc de presque 5000 m² qui ouvrira dans quelques mois. Donc effectivement, c'est un quartier qui manque cruellement d'espace vert, et c'est ce pour quoi on s'était engagé d'ailleurs au précédent mandat avec Monsieur le maire pour créer cet espace vert public. Alors ça a mis du temps. Mais on n'avait pas, il y avait aussi un espace à acquérir, et ça ne s'est pas fait comme ça avec les propriétaires. Donc ça a pris un peu plus de temps qu'on l'aurait souhaité avec Monsieur le maire en tous les cas. Et voilà, donc ça, j'ai parlé de cet espace-là. Et au parapluie ? Alors au parapluie, je vais peut-être laisser mon collègue qui... Bien sûr. Alors, qui va se présenter. Philippe Cornelis, maire adjoint à l'espace public, aux espaces verts, à la propreté urbaine. Sur les parapluies, le problème, c'est qu'il y a peu d'espaces publics. Je soulignerai qu'il y a un certain nombre de projets dans le cadre du budget participatif qui visent à végétaliser certaines parcelles, certaines des rares parcelles qui sont sur les parapluies, voilà, donc c'est important, en sachant quand même que sur les parapluies, il y a aussi des espaces privés, parce que sur Fontenay, il y a les espaces publics qui sont végétalisés, mais il y a aussi les espaces privés, et que les espaces privés, dans un certain nombre de cas, débordent sur l'espace, ou sont visibles de l'espace public et débordent sur l'espace public, et que c'est important aussi, il y a certaines rues, alors c'est pas forcément le cas de toutes les rues sur les parapluies, mais il y a un certain nombre de rues qui ressemblent à des villages dans le quartier des parapluies, et c'est important. Sur Fontenay, il y a un certain nombre de rues qui ressemblent à des villages, en particulier sur le quartier des parapluies, mais pas que. Et c'est important pour l'équilibre de notre ville et ce qu'on appelle la mixité sociale. Merci beaucoup. On a...
La question du lycée intercommunal, là-dessus peut-être Jean-Philippe Gautret. Et ensuite, j'ai une autre question par mail de Karine. Et je vais aller voir l'élu à la culture. Très rapidement, sur le lycée intercommunal de Vincennes, effectivement, on était à la demande du maire de Vincennes de l'époque, dans le syndicat intercommunal à vocation unique, le CIVU, pour la construction d'un lycée. Ça a toujours fait débat avec l'éducation nationale et notamment le recteur, puisque historiquement l'éducation nationale dit les besoins sont plus à Montreuil. Ils se sont aussi à l'époque battus pour un lycée international, ce qu'ils n'ont pas eu, et il y a eu un arbitrage pour faire un lycée pas international, mais à vocation internationale, donc avec des classes internationales. Et le recteur tranchant en disant moi j'ai des réalités, j'ai des besoins, donc le lycée intercommunal de Vincennes accueillera 2 classes internationales dans des dispositifs de classes internationales où on est sélectionné sur dossier et on peut venir de partout de France sous examen spécifique. Je suis pas un spécialiste. Pardon, mais une classe internationale, c'est quoi? C'est une classe où on est dans plusieurs langues? C'est une classe. D'accord. C'est un dispositif spécifique de l'éducation nationale, plutôt élitiste et plutôt anglophone, mais pas que. Mais tout le monde peut, hors secteur, peut y postuler. Peut candidater. Et puis après, le recteur a décidé que les priorités 1 seraient Vincennes et Montreuil, et que le lycée intercommunal de Vincennes serait un lycée de secteur pour Fontenay, mais en priorité 2, ce qui veut dire en fonction de la démographie et des besoins. Et donc, il y a un engagement du recteur qui est au moins une classe, environ 25 à 30 élèves fontenaisiens, qui soient dans ce lycée, qui devrait ouvrir à la rentrée prochaine, puisqu'il y a un peu de retard et qu'on attend les autorisations définitives des pouvoirs publics, et notamment de l'ARS et de l'éducation nationale pour l'ouvrir. L'agence régionale de santé, l'ARS. Tout à fait. Voilà. Mais si vous voulez, en aparté, je pourrais détailler un peu plus, puisque c'est des questions qui m'ont été posées, notamment dans les voisins-voisines, et notamment pour ceux qui sont à proximité de ce futur lycée. Alors, je vais appeler l'élu à la culture, May Bouada, parce que Karine, par mail, nous demande, personnellement, je trouve que le théâtre est une des meilleures nouvelles qu'on ait pu avoir ces derniers temps. J'espère qu'il y aura des pièces accessibles pour tout le monde. La programmation, dis donc, de cet espace. Merci Nora, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette question, que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle que ce théâtre, 3000 personnes à l'inauguration, c'était une émotion absolument merveilleuse de voir toute la ville réunie sur la crête, dehors, dedans, courant partout, prenant les escaliers, redescendant. C'est un projet de territoire en fait, ce théâtre. Il y avait des gens qui disaient que ça sera une coquille vide. Moi, je pensais que ce serait peut-être une coquille trop pleine. Et je pense qu'en fait, c'est un projet de territoire, c'est-à-dire c'est un projet où il faut que les artistes, bien entendu, mais aussi les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens se sentent chez eux. Donc on est en train de développer un projet avec toute la culture vers le conservatoire, vers les compagnies locales, vers les artistes qui sont d'ici, et une programmation de 20% avec la population. C'est ça, 20% de la population en concertation avec la population. Ça veut dire que la population va faire de la programmation? Ouais, pour 20%. Ah ouais. Et vous allez les emmener à Avignon et tout pour faire aller voir des spectacles? Je vais pas commencer. Parce que je vais déménager, moi. Je vais pas faire des promesses, Nora. Non, mais en fait, voilà, on est sur un projet novateur sur les droits culturels. On en a pas mal parlé ensemble, d'ailleurs. La question de l'appropriation et du fait que les gens puissent se sentir chez eux culturellement dans les lieux, c'est un travail. Ça se fait pas tout seul. C'est aussi beaucoup de dialogue. C'est aussi beaucoup d'entretien avec des jeunes, avec toutes les populations. Donc ça, c'est très important. Là aussi, on est dans l'allée vers. L'idée, c'est que voilà, la culture, et notamment entrer dans un théâtre, il n'y a rien de naturel, parce qu'on parle de socialisation. Ça veut dire qu'il faut avoir été accompagné, habitué, se sentir autorisé à passer la porte. Et ce travail-là d'éducation populaire, on entendait tout à l'heure l'élu chargé de l'éducation populaire, c'est central. Donc, là, ce sera au cœur de tout ça, ce qui fait qu'on peut répondre à Karine que oui, il y en aura pour tout le monde. J'espère qu'on la verra bientôt. Merci, May Bouada, merci beaucoup. J'ai une dernière question avant de conclure, qui nous a été envoyée aussi par mail.
la question de la propreté urbaine. Ah ben on ne pouvait pas terminer sans la question de la propreté urbaine. Voilà. C'est un sujet qui est longuement revenu, j'imagine, dans vos points, dans les voisins, voisines, etc. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon. Ça marche, ça marche. Ça marche. Moi, je suis en responsabilité des espaces verts et je suis en responsabilité de la propreté urbaine. Donc, les espaces verts, les gens sont plutôt satisfaits sur Fontenay de la végétalisation. Sur la propreté urbaine, c'est un peu différent. Il y a un peu de grogne sur les questions de propreté urbaine en général. Et on a vu dans le sondage qu'il y avait un peu de montée de l'insatisfaction sur ces questions de propreté urbaine. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. C'est que Fontenay, c'est 86 km de rues avec une densité de population qui est par exemple inférieure à Vincennes ou à Nogent, et que l'entretien de ces rues, c'est plus compliqué pour les services de la ville, mais les services de la ville circulent régulièrement, contrairement à ce que j'entends parfois. On ne voit pas passer le cantonnier. Si les services passent régulièrement, pas forcément autant qu'il faudrait, ça c'est des points d'attention qu'il faut avoir sur les questions de propreté. Voilà. Après, il y a d'autres perceptions de l'espace public qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, on a fait le choix de laisser pousser l'herbe sur la voirie publique, et il y a des gens, et c'est légitime, qui pensent que c'est pas comme ça que doivent être gérées les rues. Voilà. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a beaucoup de feuilles dans les rues, mais s'il y a beaucoup de feuilles dans les rues à l'automne, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres, et c'est aussi quelque chose d'important, même si il faut prendre en compte qu'on est dans des populations, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus âgées, les personnes handicapées peuvent avoir des difficultés à se déplacer dans la ville, et que là-dessus, eh bien évidemment, il faut toujours être attentif à cette question. Et alors, monsieur, vous vouliez... Oui, venez. Pourquoi? Ben non, on ne va pas vous voir. Ah non, non, il y a des caméras. Il y a des caméras. Mais oui, mais monsieur veut s'exprimer, donc je vais y aller après. Mais non, mais... Allez-y, allez-y, allez-y. Répondez, s'il vous plaît, et ensuite je donnerai le micro à monsieur. C'est par rapport à ce que dit Philippe, que je partage complètement sur la propreté urbaine. Je suis Claude Malrin, je m'occupe des réponses au quotidien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout, ça fait 40 ans que je suis élu. 40 ans. Et donc, bon, M. Gautret, c'est le 3e maire. Hein. J'ai travaillé avec M. Bayort, avec M. Voguet, et bon... Il n'y a pas à les regretter, mais enfin, quand même, hein, ils étaient là. Et M. Gautret, c'est le digne successeur de ces gens-là, je vous le dis. Sur la question de la propreté urbaine, il y a 40 ans, on parlait déjà de ça. J'ai jamais entendu quelqu'un... Ah ben, les premiers effets... Bonjour, monsieur, ça va? Oh, la ville est sale. Hein. Voilà. Non, mais... Et je trouve que dans le sondage, d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant dans le sondage, c'est que, malgré... Et Philippe l'a dit... Ces questions-là, qui sont encore prégnantes pour la population, personne n'en disconvient, mais ces questions-là reculent malgré tout. Et effectivement, peut-être que les gens sont aujourd'hui un peu moins civiques, font attention et tout, mais enfin, la ville a engagé quelques campagnes de civisme qui permettent d'améliorer les choses. Mais vraiment, c'est des questions, ça, qui sont permanentes et récurrentes, que j'ai toujours entendues. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas pour autant, cher ami, qu'il ne faut pas les régler. Écoutez, bonsoir, monsieur. Donc, je m'appelle Frédéric Buffin. Accessoirement, je m'occupe du club de tennis de... Accessoirement, je m'occupe du tennis de table, mais je me promène aussi dans Fontenay. À quand un plan de nettoyage des tags? Je suis d'accord pour le graffiti propre, mais les tags, c'est vraiment la honte, quoi. Hein?
Voilà, il faut faire un effort de ce côté-là. Je comprends très bien l'observation des élus sur la difficulté d'avoir une ville propre. Je sais que les gens sont sales. Peut-être que je le suis aussi. Mais moi, je ne fais pas des tags et je ne laisse pas des traces partout. Voilà. Merci pour cette question qui sera la dernière parce que après, on va aller boire un coup. Hein ? Oui, simplement pour répondre sur la question des tags, il y a une brigade anti-tag au service de la propreté urbaine. Après, il faut, quand c'est sur un mur privé ou il faut l'accord de la personne qui est propriétaire du mur. Ou, voilà. Donc, et par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que quand on a un tag qui pose problème, parce qu'il y a des très beaux tags sur cette ville, eh bien, on fait une réclamation sur le portail citoyen et normalement, la brigade anti-tag répond et fait le nécessaire, en particulier quand c'est sur un bâtiment public, forcément. Après, il peut y avoir des loupés. Ouais, il peut y avoir des loupés. Nassim, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus ? Je voulais juste essayer de compléter, c'est qu'aussi, donc il y a une brigade anti-tag, pas 15, du coup il n'y en a qu'une seule. Il y a des ordres de priorité et il y a certains tags, par exemple, qui arrivent, qui vont être des propos haineux ou qui vont être insultants envers les forces de l'ordre ou envers, etc., qui vont tout de suite monter en priorité et qui vont des fois reléguer certains autres. Voilà, c'était juste pour compléter la réponse de mon collègue et ça peut vous aider à comprendre. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à les faire remonter, à les signaler et à revenir s'ils n'ont pas été enlevés et à insister à la prochaine réunion. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Merci. Jean-Philippe Gautret, on conclut ? Avec plaisir. Je vous en prie. Non, peut-être dans la continuité de ce qui vient d'être évoqué, qui est le quotidien. C'est, je crois que d'abord, je me félicite de la démarche du aller vers, qui est plutôt une démarche en interne, puisque les documents que vous avez eus, hormis l'Institut de sondage, qui est un institut de sondage réputé en France, qui a de l'expérience. On a fait tout en interne. Le document, il a été fait en interne, en lien notamment avec notre... Oui, d'ailleurs, il est récupérable à la sortie. Un bilan de mi-mandat, vous pouvez le récupérer. Il a été fait en interne. On a fait du aller vers. J'ai fait beaucoup de voisins-voisines. D'ailleurs, je vais poursuivre après les vacances de Noël, puisque ça permet aussi d'être en lien permanent avec les aspirations des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Après, évidemment, on va poursuivre notre tâche. On a des perspectives. Mais je voudrais dire que notre tâche, elle n'est pas simple, elle est difficile. Évidemment, notre tâche d'élu, on l'a voulu et on est motivé, on est déterminé à porter cette ville et l'aspiration des habitants et notamment de ceux qui souffrent. Et en ce moment, ils souffrent. Les classes populaires souffrent depuis longtemps, mais aujourd'hui, les classes moyennes souffrent depuis cette rentrée. Je n'ai jamais vu autant de gens souffrir de la question du pouvoir d'achat, de la question du logement, de la question de l'inflation. Bref, notre détermination n'a jamais été aussi importante et qu'on est souvent bien seuls dans cette tâche. Nous, les collectivités, on prépare le budget là, et la difficulté, elle est difficile parce que on nous interpellait tout à l'heure sur la question démocratique, mais heureusement que nous sommes là. La démocratie de proximité est bafouée depuis Macron évidemment, mais depuis encore plus longtemps, puisque depuis Macron au moins, la question des corps intermédiaires, des associations, des syndicats, des élus locaux sont bafoués. Et quel que soit l'élu local, sa couleur politique, il le dit, c'est une question institutionnelle de fond qui est importante à préciser. Et nous, on est décidés à toujours tendre la main auprès des gens, tendre la main auprès des acteurs du territoire pour faire en sorte que cette démocratie elle soit vivante, elle soit vivace et elle permette à tout à chacun de pouvoir s'exprimer et pour nous de répondre aux aspirations de cette ville que l'on veut évidemment à vivre dans la meilleure des façons possibles et accessible à tous. C'est notre devise et en tout cas on est déterminé à poursuivre collectivement et je suis fier de cette équipe pluraliste mais déterminée à porter ce projet écologique, social et solidaire et démocratique. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'avoir été présents physiquement ou en ligne pour ceux qui nous ont regardés. Évidemment, vous pouvez continuer les échanges, hein, vos élus sont accessibles. Vous retrouverez tous les documents sur le site de la ville et on vous dit à très bientôt.